Bonjour à toutes et à tous. Pour clore cette convention de SIDAction 2021, qui a failli ne pas avoir lieu, mais qui a pu être maintenue dans des conditions évidemment inhabituelles, nous avons autour de cette table ronde virtuelle 5 membres du conseil d'administration de SIDAction, auxquels je vais poser un certain nombre de questions. Il se trouve que cette convention se tient peu de temps après qu'on a commémoré les 40 ans qui se sont écoulés depuis qu'il y a eu la première publication scientifique identifiant des personnes souffrant de ce qu'on a par la suite appelé le sida, le VIH. Et de ce fait, c'est vrai qu'il y a une espèce de télescopage dans le temps entre cette pandémie qui a démarré il y a 40 ans et contre laquelle on continue de se battre parce qu'on est loin d'avoir terminé, même s'il y a eu d'énormes progrès accomplis. Et cette pandémie de Covid-19 qui nous est arrivée de manière inopinée et qui est probablement la crise sanitaire la plus importante et une crise globale au cours des 100 dernières années. C'est un événement qui restera dans l'histoire, comme d'autres événements, comme par exemple était la grippe espagnole. Alors, sans plus attendre, je vais passer la parole à Françoise Barré-Sinoussi, à qui je voudrais poser d'abord une première question qui est: pour vous, quelles sont les similitudes et quelles sont les différences entre la pandémie de VIH-Sida et la pandémie de Covid-19 ? Il y a à la fois des similitudes et à la fois de grosses différences. Des similitudes, on l'a entendu, je dirais que pour les deux pandémies, ça a été évoqué d'ailleurs pendant la convention. Ce sont toutes les deux des pandémies qui sont liées à la pauvreté, aux inégalités. Ça nous rappelle pour les deux pandémies combien le respect des droits de l'homme sont importants. Ça, c'est des points majeurs qu'il faut garder en tête parce que je crois que c'est vrai aujourd'hui pour ces deux pandémies et ça sera toujours vrai dans les années à venir. Une des similitudes aussi que j'aimerais évoquer, qui à mon sens n'a pas du tout été suffisamment pris en considération dans la pandémie Covid, c'est combien il est important justement de prendre en considération la parole du citoyen, la parole de la société civile et des communautés. Et là, ça a été, je crois, une erreur, à mon sens, dès le début de cette pandémie Covid, c'est de ne pas avoir pris en considération cette leçon du VIH-Sida qui est tout à fait essentielle et à mon avis, et on en parlera peut-être encore tout à l'heure, Oui. c'est quelque chose qu'on ne prend encore pas suffisamment en considération aujourd'hui, 18 mois après le début de la pandémie Covid. Par contre, les virus sont hyper différents. Ce sont des virus qui ne se transmettent pas de la même façon. Ce sont des virus qui n'induisent pas le même type de pathologie, encore que, j'y mettrai un bémol, dans le sens où on sait très bien que dans l'infection VIH sous antirétroviraux, il reste une inflammation et que cette inflammation, entre autres, on la lie à ce qu'on appelle, à juste titre ou à tort, les comorbidités VIH-Sida, et que finalement, dans l'infection par le SARS-CoV-2, il y a aussi ces phénomènes justement d'inflammation, d'anomalies d'inflammation qui sont causés par cet autre virus, et que là, justement, ce sont des sujets, à mon avis, qu'on pourra peut-être développer, mais qui sont des sujets d'importance en termes de recherche et d'enjeux de recherche pour le futur. Voilà, donc deux pandémies par des agents infectieux différents aussi en termes de nombre de morts. Si regarde aujourd'hui le nombre de morts du VIH-Sida, environ 32 millions de décès depuis le début de la pandémie, et aujourd'hui la Covid, je crois qu'on est aux alentours de 3,8 millions de morts au cours de ces derniers mois, et pourtant beaucoup plus d'infections Covid que d'infections par le VIH au total.
Donc, la mortalité est bien plus faible dans le cas de la Covid que le VIH, et ça montre combien il est temps de reprendre aussi la main pour le VIH. Je n'ai pas tout évoqué parce que ça serait trop long. Bien sûr. Et justement, puisque vous évoquiez les questions de recherche, les grands enjeux, comment vous résumeriez les grands enjeux de la recherche sur le VIH-Sida 40 ans après les premiers cas? Les grands enjeux, vous les connaissez, on les connaît tous quand même. Je dirais que forcément, ils tournent autour des nouvelles thérapeutiques du futur pour essayer d'identifier de nouvelles stratégies thérapeutiques qui pourraient aboutir, si ce n'est à une guérison, je dirais à une rémission, à un contrôle permanent de l'infection VIH, à l'arrêt du traitement, de nouvelles stratégies thérapeutiques qui nous permettraient aussi d'avoir de nouveaux outils de prévention, puisque grâce au VIH, on sait combien le traitement peut être aussi la prévention, d'obtenir bien sûr ce qu'on attend tous, un vaccin pour se protéger de l'infection VIH. Alors, c'est la grosse question qu'on nous pose sans arrêt en ce moment, mais pourquoi là, il y a déjà un vaccin contre le SARS-CoV-2 et pourquoi il n'y a pas de vaccin contre le VIH? Mais qu'est-ce que vous faites depuis le temps que vous travaillez sur ce sujet sans avoir abouti à quoi que ce soit? Je dirais que là aussi, ça revient au fait qu'on n'est pas du tout affaire au même virus. Hein. On a les cibles des virus ne sont pas les mêmes. On parle de la variation du SARS-CoV-2. Jean-Daniel Lelièvre, je crois, l'a évoqué d'ailleurs. La variation du VIH, elle n'a rien à voir avec la variation du SARS-CoV-2. On est tous dans les variants du SARS-CoV-2 aujourd'hui, mais le VIH, c'est beaucoup plus important, la diversité génétique du VIH. Et puis, le VIH s'attaque aux cellules de l'immunité, celles qui sont là pour répondre justement à un vaccin, ce qui n'est pas le cas non plus du SARS-CoV-2. Donc, finalement, le SARS-CoV-2, il a bénéficié, Jean-Daniel l'a dit, de la recherche d'un vaccin sur le VIH, puisque les approches sont similaires, en particulier les adénovirus, que ce soit AstraZeneca ou Janssen. Donc, ils ont bénéficié, ils ont utilisé finalement les mêmes stratégies, les mêmes approches, mais eux, ils ont la chance d'avoir un virus, je dirais, plus facile que nous. Et puis, je n'oublierai pas peut-être de mentionner tout ce qui est comorbidité, qui reste un sujet extrêmement important, avec beaucoup de choses encore à comprendre, avec aussi s'orienter vers une médecine plus personnalisée pour adapter les traitements, la prévention à la personne et aux facteurs et aux déterminants, je dirais, à la fois individuels, génétiques, voire de la personne. Donc, beaucoup encore de sujets de recherche, beaucoup d'enjeux dans le domaine de la recherche. Et là aussi, il faut travailler peut-être plus près les uns des autres, d'ailleurs, entre VIH et autres infections, VIH et autres pathologies comme le cancer, comme les maladies cardiovasculaires, etc., parce qu'on peut apprendre les uns des autres. Alors, juste une dernière question peut-être qui est plus centrée sur ce qui est en France, où il y a eu une fusion de l'ANRS qui menait les recherches sur le sida, puis les hépatites également, et le réseau Reacting, donc pour donner naissance à une nouvelle agence, ANRS, maladies émergentes, maladies infectieuses émergentes. Est-ce que ça suffit ou est-ce qu'il faut que les moyens suivent? Il faut bien sûr que les moyens suivent. Là, j'avoue que pour l'instant, on se pose plein de questions. La création D'ailleurs, j'aime pas le mot création. Pour moi, c'est une évolution de l'Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites vers justement l'utilisation du modèle ANRS pour les autres maladies infectieuses émergentes. Mais c'est une belle décision, et je peux que l'applaudir, d'autant plus que notre comité CARE l'avait recommandé, donc je ne vais pas être contre.
Par contre, là où je suis contre, c'est quand on annonce que pour l'instant, elle n'a pas de budget réellement et qu'il y a des promesses, je dirais, d'aller vers un financement sur les programmes de recherche prioritaires, c'est-à-dire les grands investissements d'avenir. Mais moi, j'aimerais bien voir directement les fonds, j'allais dire Rudolbiak, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Donc, ça, on va voir ce qui va se passer dans les mois à venir, mais je crois qu'il faudra que toute la communauté se mobilise, c'est certain. Merci. Elle a commencé à le faire d'ailleurs. Alors, Françoise Barré-Sinoussi évoquait des similitudes entre la pandémie de VIH-Sida et la pandémie de Covid-19. Je voudrais poser une question au professeur Hakima Imish, qui est présidente de Coalition Plus. Et ça concerne les questions de propriété intellectuelle, d'accès aux médicaments et notamment des obstacles sur la voie de l'accès aux médicaments thérapeutiques, aux vaccins, aux produits de santé. Ce n'est pas limité aux seuls médicaments. Est-ce que la pandémie de Covid-19, finalement, n'a pas reposé les mêmes questions qui avaient surgi dans la lutte contre le VIH sur les questions d'accès justement à l'innovation, aux thérapeutiques? Si, ça a reposé les mêmes questions. Il y a eu toute une bataille, on a gagné sur beaucoup de points, mais j'ai un peu le sentiment qu'on a gagné des batailles, mais on n'a pas gagné la guerre, puisque en fait, les brevets sont toujours là. Les brevets donnent aux laboratoires, comme l'ont rappelé Nathalie, Jérôme, Gaël, ils donnent la possibilité aux laboratoires de fixer les prix qu'ils veulent, sans aucune transparence, de vendre au prix qu'il veut, à qui il veut, de refuser tout transfert de technologie. Et je trouve que et c'est toujours le cas dans le VIH, hein. Il ne faut pas croire que tous les problèmes de propriété intellectuelle sont résolus dans le VIH. Peut-être qu'on aura l'occasion d'y retourner. Et c'est incroyable de voir quand même que des vaccins qui ont été découverts avec de l'argent public, eh bien, qu'il y ait cette opacité autour et que, encore une fois, on vive un peu l'histoire de, c'est pas les malades au nord, les malades au sud et le traitement au nord, puisqu'il y a aussi le corona au nord. C'est quand même 60% des doses qui ont été fabriquées jusqu'à présent qui sont utilisées dans les pays du nord. Et les pays de l'Afrique, même pas 10%. Oui, il y a des pays africains où il y a à peine quelques milliers de vaccins qui sont arrivés. Bon, certes, il y a eu de très importantes annonces au G7, mais on y reviendra peut-être. Justement, puisque vous évoquez le G7, il se tient en ce moment, il y a eu des avancées. Le Parlement européen s'est prononcé pour la levée temporaire des brevets que demandaient un certain nombre de pays, dont l'Inde, et le président Macron a déclaré avant-hier, si je ne m'abuse, qu'il était à son tour favorable à une levée temporaire des brevets. Ça, pour vous, ce sont des points importants. Comment on peut prolonger? Est-ce que ça vous rend optimiste déjà sur la possibilité d'aller plus loin que ce où on est actuellement? C'est des annonces extrêmement importantes, c'est sûr. L'annonce aussi de la distribution de 1 milliard de doses sur 2 ans à 90 pays pauvres, c'est énorme. On va pas bouder notre joie d'entendre ces bonnes nouvelles. Mais en fait, le problème, c'est quand même que, comme l'ont dit très bien ceux qui ont intervenu à la Convention sur ce sujet, c'est que c'est incroyable qu'avec l'épidémie de Covid-19, on se retrouve avec les mêmes problèmes que l'épidémie de VIH. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne suffit pas de lever les brevets, ça sera énorme, ça sera très important. Mais distribuer
comme ça, faire baisser les prix pour les uns, pas pour les autres. Alors, on nous dit 90 pays. Et alors, et les autres? C'est des pays à revenus intermédiaires qui n'auront pas accès aux vaccins comme ils n'ont pas aujourd'hui accès au dolutegravir, qui est un traitement de première intention, qui n'est pas disponible dans de très nombreux pays à revenus intermédiaires. Donc, bien sûr, enfin, on espère tous qu'il va y avoir cette levée temporaire, mais je terminerai par l'excellente présentation de Gaëlle, où elle nous dit qu'il faudrait que lorsque un État riche décide de mettre de l'argent dans la recherche, eh bien, qu'il ne se contente pas de la donner avec un chèque en blanc, qu'il discute avec le laboratoire, quel va être le prix, quelle va être la politique de distribution. On a vraiment besoin, on sait qu'il va y avoir d'autres épidémies, on le sait, ce n'est pas possible qu'il n'y en ait pas d'autres. Eh bien, il faut qu'on ait vraiment une gouvernance mondiale, il faut qu'il y ait une politique qui permette que les innovations deviennent vraiment un bien public. Et on a vu dans cette pandémie de Covid-19 quelque chose, un point exacerbé, c'était ce que d'aucuns ont appelé le nationalisme vaccinal, où ce n'était pas simplement les pays riches qui accaparaient les doses au détriment des pays du Sud, comme on dit, mais entre eux, il y a eu des épisodes navrant de voir des États qui sont censés être des démocraties, etc., se livrer à des opérations de récupération sur le tarmac de doses, de tests, de masques qui étaient destinés à d'autres. Donc il y a eu cette espèce de chose, notamment qu'on a appelé à propos des vaccins, le nationalisme vaccinal. Concrètement, à l'avenir, comment on peut mener bataille contre ce nationalisme vaccinal et au contraire faire en sorte qu'il n'y ait pas simplement la charité, mais qu'il y ait véritablement une solidarité mondiale face aux maladies infectieuses émergentes? Regardez, vous avez bien dit que le kidnapping sur le tarmac de chargement destiné à un pays par un autre pays, ça a concerné par exemple les masques et ça a concerné tout le matériel de protection. Eh bien, si on en est là avec les vaccins, c'est parce qu'il y a un goulot d'étranglement. C'est que les laboratoires n'ont pas pu d'emblée fabriquer suffisamment pour le monde entier. Alors, on nous dit la technologie est compliquée. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Les scientifiques militants nous disent il est possible de faire un transfert de technologie. Il y a Teva en Israël, il y a les Canadiens, il y a les Indiens, il y a énormément de pays qui peuvent fabriquer, y compris le vaccin ARN messager. Et je disais, donc la leçon a été tirée par les pays européens. Ils fabriquent leurs masques maintenant, ils essayent de ne plus avoir cette dépendance. Eh bien, il faut nous donner cette autonomie à nous aussi, pays du Sud. Il faut nous donner la possibilité de vacciner. Je ne dis pas qu'on va tous être capables de vacciner, mais il y a de très nombreux pays qui pourraient au moins faire le fill and finish, remplissage et finissage. Il paraît que ça prend un temps fou. C'est vraiment un goulot d'étranglement. Eh bien, qu'ils nous laissent le faire pour qu'il y ait une production qui évite quand même ces scènes absolument, vraiment tristes, attristantes. Voilà. Donc, c'est que d'emblée, la fabrication ne soit pas limitée à quelques sites, que tous les sites capables de fabriquer, on leur transfère la technologie, ce qui peut prendre quand même quelques mois, mais le fill and finish, il paraît que ça peut se faire en quelques semaines, pour ceux qui sont déjà équipés. Effectivement. Alors tout à l'heure, Françoise Barré-Sinoussi évoquait ce point extrêmement important de la participation de la société civile, des citoyens à la réponse. Alors je me tourne vers Daouda Diouf. Pour vous, d'abord, de quelle manière la pandémie de Covid-19 a affecté la mobilisation communautaire dans les pays d'Afrique notamment, par rapport à ce qui pouvait déjà être en place autour de la lutte contre le VIH-Sida? Alors, merci beaucoup, c'est une très bonne question. Il faut juste rappeler que lorsque l'épidémie est arrivée en Afrique, on a déjà été affecté par la Covid
sur le plan économique, sur le plan social, avant d'être affectés sur le plan sanitaire. Donc, on est resté quand même 2-3 mois avant de voir les premiers malades. Et encore, pendant longtemps, ce n'était pas si important que ça. Mais tout de suite, avec les restrictions, tout de suite, avec les difficultés de faire venir de la marchandise, etc., on a commencé à avoir de vraies difficultés pour les ménages de s'approvisionner. On a pris tout de suite des mesures policières pour limiter le mouvement des gens d'une région à une autre. Ça a failli être la catastrophe dans beaucoup de pays. Et on s'est retrouvés, nous, société civile, à devoir faire face à des besoins des familles, des communautés, et à remonter la détresse des familles pour trouver, parce que nous sommes dans des économies où les gens se lèvent le matin pour aller chercher de quoi nourrir les familles et revenir. Donc, lorsqu'il y a eu les premières mesures, on a tout de suite été impacté par cela. La deuxième chose, c'est que lorsque maintenant on a commencé à avoir des dizaines, des centaines de cas, et que très rapidement, nos systèmes de santé qui étaient déjà très faibles, ont commencé à être complètement débordés, ne plus pouvoir répondre. Les associations se sont retrouvées en première ligne. D'abord, le premier travail a été de prendre les informations, de faire un repackaging pour le donner aux populations pour qu'ils savent de quoi il s'agit, comment faire la prévention, comment l'éviter et comment surtout orienter les gens vers les structures de prise en charge. Donc, tout ce travail qu'on a appris dans la lutte contre le sida, on l'a mis en œuvre tout de suite. La deuxième chose, c'est qu'on s'est retrouvés, vous avez rappelé l'épisode où il y a eu des batailles pour récupérer les masques sur les tarmacs, mais nous, on s'est retrouvés sans masque du tout. Donc, la première chose que nous avons commencé à faire, on a essayé d'être ingénieurs, où on a mobilisé tous les tailleurs. Vous savez, si vous venez dans les pays, que ce soit au Maroc, au Sénégal ou dans les autres pays de l'Afrique subsaharienne, à tous les coins de rue, vous avez un artisan, un tailleur ici et là, et à apprendre aux gens à fabriquer leurs propres masques pour se protéger. Et ça a commencé ainsi. Mais il faut aussi dire que les premiers mois du Covid dans nos pays ont été extrêmement traumatisants pour les communautés, parce qu'on a agi comme dans les années 80 au début de la lutte contre le sida, où on stigmatisait, on isolait complètement les personnes infectées, mais les familles infectées. On a vu dans des pays, dans des villages, dans des villes, où des quartiers où il y avait une personne qui était infectée par la Covid, être complètement isolée, la police venait chercher. Et là, on a attiré l'attention pour dire, attention, nous avons déjà vu ça, et que la stigmatisation, c'était aussi extrêmement grave, et que ça paralysait les communautés et les personnes pour qu'ils répondent. Et c'est là où les associations ont commencé à sensibiliser sur la stigmatisation, la discrimination, et surtout à apprendre aux communautés, à travailler avec les communautés sur comment identifier les premiers cas et comment faire le contact tracing, comme disent les Anglais, et comment les orienter vers les structures de prise en charge. Ça a été un travail extrêmement important. Et enfin, ce qu'on a essayé de faire, c'est que dans la mobilisation sociale, même pour financer, parce que les pays africains ont compté sur eux-mêmes pour financer les premières actions. Donc, il y a eu tout un travail énorme qui a été fait par les associations, les communautés, pour dire on commence d'abord par mobiliser des ressources. Par exemple, au Sénégal, il y a 1000 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés, et en bonne partie par les gens, par les populations, etc., qui ont pris un peu de leurs ressources pour financer. Donc, ce travail a été extrêmement important, mais le plus important, je pense, et qu'on a appris de la lutte contre le sida, c'est que 80% des organisations qui étaient sur le terrain pour faire de la prévention, pour aider les familles infectées, etc., c'était des associations de lutte contre le sida. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les associations ont été les premiers à dire aux gens, ce qu'on a appris dans la lutte contre le sida, c'est que la spécificité, prendre compte des spécificités, reconnaître qu'il y a des groupes vulnérables, reconnaître qu'il y a des populations vulnérables, développer des réponses spécifiques était important. Ça nous permet de toucher les essais pour compte, etc. Et tout de suite, nous sommes montés au créneau.
pour justement avoir une approche différenciée dans la réponse nationale. Et jusque-là, il y a une sorte de recul, de plateau disons, par rapport au niveau d'infection. Mais on a toujours des associations qui vont de quartier à quartier, qui vont de maison à maison, qui font le suivi et qui ramènent les patients vers le circuit de prise en charge. Et enfin, l'une des premières conséquences, vous savez, en Afrique, c'est les services de prise en charge du VIH qui ont été transformés en services de prise en charge de la COVID, littéralement fermés. Et on ne voyait plus les patients. Et ce sont les associations qui sont allées chercher les patients pour les ramener dans le circuit de prise en charge. Donc, en fin de compte, on s'est retrouvé avec une surcharge de travail, mais si ce n'était pas les associations, de toute façon, la réponse sanitaire n'était pas à la hauteur, la réponse hospitalière n'était pas à la hauteur, le système de santé est faible, mais la réponse communautaire a été extrêmement déterminante dans la façon dont les pays africains ont essayé de contenir la COVID. J'allais vous poser la question justement sur la crainte qui a surgi très vite, qui était de dire la désorganisation et la façon dont ça pèse sur le système de santé risquait de provoquer des difficultés, notamment des ruptures de traitement, etc. Est-ce que vous avez pu contenir cette menace? Non, il y a eu pendant presque 3-4 mois, on a perdu des patients, il y a eu des ruptures dans les traitements, parce que dans certains pays, il y avait des interdictions de circuler d'une région à une autre. Vous voyez, et ça, nous avons été les premiers à aller voir le ministère de la Santé, le ministère de l'Intérieur qui régulait les circulations en disant « c'est pas possible de faire ça ». Et nous avons aussi aidé les médecins à aller chercher les patients pour les ramener dans le circuit de prise en charge. Nous n'avons pas fait ça seulement. Le même impact, on l'a vu sur la santé maternelle et infantile. Il y avait beaucoup de femmes qui étaient enceintes qui ne revenaient pas pour leur consultation prénatale. Il y avait beaucoup d'enfants qui ne revenaient pas dans les services pédiatriques parce que tout le monde avait peur. Donc, ce travail a été fait pour ramener les patients du VIH dans le circuit, pour ramener les femmes vers les maternités, les centres de prise en charge néonatale et pour emmener aussi les enfants vers les pédiatries. Ça a été un travail qui a été indispensable pour justement limiter les effets de la COVID sur les autres, disons, sur les autres pathologies et les autres problématiques de santé. Et est-ce que, justement, les leçons qu'on peut tirer, même si cette crise n'est pas encore terminée, permettraient justement de pousser les gouvernements à investir davantage dans la santé et en même temps leur rappeler qu'ils ont des comptes à rendre vis-à-vis de la population, parce qu'on a souligné que dans le VIH, maintenant, les financements internes étaient devenus majoritaires, mais est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin? D'abord, première chose, nos messages ont été, première chose, il faut augmenter le financement domestique. On s'est rendu compte qu'avec la COVID, finalement, que certains pays du Sud avaient la possibilité d'ajuster, de shifter, de changer leurs priorités et d'investir davantage dans la santé. Ça, on tient le bout, on ne va pas le lâcher pour les gouvernements. Donc, on va pousser nos gouvernements à mettre encore la main à la poche pour investir davantage sur la santé. La deuxième chose, quand même, il y a eu aussi une vague formidable de collaboration nord-sud entre les chercheurs, les médecins traitants. Il y a eu énormément, on ne voit pas ça, mais il y a eu énormément de webinaires, de soutien ici et là, parce qu'on était aussi un peu perdus. Et la troisième chose qu'on ne lâchera pas, on a pu montrer au gouvernement qu'investir dans la santé communautaire, ça marche. Et c'est indispensable dans les contextes dans lesquels nous sommes. Et troisième chose, je pense, on a toujours négligé l'investissement dans la science dans les pays du Sud. Vous parliez tout à l'heure, et Françoise Barresson aussi disait, mais dans les pays du Sud, que encore c'est indispensable. Et ce que Akima disait, c'est que même l'Union africaine s'est rendu compte qu'il était possible et on devrait investir davantage dans la capacité des pays africains à produire et des médicaments et des vaccins, même si c'est la dernière étape de la production, du packaging. On devrait avoir un système de surveillance aussi.
Et un système de surveillance. Et des systèmes de surveillance. Ce qui s'est passé, qui a été très intéressant, grâce aux acteurs communautaires, on a pu permettre à des pays voisins, la Gambie, la Guinée-Bissau, le Sénégal, etc., de dire, mettons-nous ensemble pour avoir un meilleur système de surveillance. Parce que nous avons des millions et des millions de personnes qui traversent les frontières de part et d'autre à la recherche de dépenses quotidiennes, de travail, et les frontières entre nos pays n'existent pas. Donc, les systèmes de surveillance doivent être mutualisés et doivent réunir à la fois les acteurs communautaires, les associations, mais aussi les scientifiques et les universités africaines, avec bien sûr ce talent de solidarité qu'on a vu entre le Sud et le Nord, où il y a vraiment eu de la collaboration, même à distance, pour aider les pays du Sud dans matière de recherche et de surveillance. Merci Daouda. Je rappelle que vous êtes directeur de ENDA Santé, qui justement intervient dans une quinzaine de pays en Afrique. Alors, vous avez aussi, Daouda, évoqué les laissés pour compte, donc vous m'offrez une transition pour me tourner vers Didier Artaud, qui est président de Basiliade et qui justement est une association qui est née dans la lutte contre le VIH-Sida pour se tourner vers des populations qui étaient les plus exposées. On a vu, et ça a été rappelé tout à l'heure par plusieurs intervenants, que dans la pandémie de Covid-19, on a là encore des publics qui sont plus vulnérables, plus exposés, ou tout au moins que le système de santé et de prévention n'atteint pas. Quels sont ces publics et est-ce qu'ils sont différents dans le cadre du VIH-Sida et de la Covid-19 ou bien plutôt proches, comme Françoise Barré-Sinoussi avait l'air de le dire tout à l'heure? Il me semble qu'ils sont très proches, puisque en fait, nous, les personnes qu'on accueille et qu'on accompagne depuis des années sont les personnes les plus fragiles, les plus vulnérables de la société. Et donc, on s'aperçoit dans la crise que ces personnes, elles sont les premières frappées et encore plus vulnérabilisées, plus fragilisées par la crise Covid. Donc, ce n'est que une deuxième couche par rapport à toutes les couches qu'elles ont de précarité, de vulnérabilité. Et de ce point de vue, concrètement, comment vous avez pu aller en direction de ces personnes, de ces groupes, dans le cadre de la pandémie de Covid-19, outre ce que vous poursuivez sur le VIH-Sida? Il me semble que les associations, la grande réussite des associations, ça a été d'avoir un zéro temps d'adaptation, oui. Pas de sidération, et de tout de suite passer à l'action. C'est-à-dire qu'en l'espace de 48 heures, mi-mars 2020, toutes les associations se sont adaptées, ont chamboulé tout ce qu'elles savaient faire et ont inventé en l'espace de quelques jours ou quelques semaines des actions qui compensaient ce qu'elles faisaient d'habitude. Et donc, il me semble que la créativité, l'inventivité des associations, le dynamisme des associations a vraiment été une clé énorme pour répondre aux enjeux de la crise. Par exemple, vous avez des exemples en tête? Oui, par exemple, toutes les associations qui faisaient de l'accueil, des repas conviviaux, des temps de convivialité, on a transformé ça en distribution, en livraison de colis alimentaires pour les personnes qui étaient cloîtrées chez elles par le confinement et qui ne pouvaient pas bouger, qui n'avaient pas de ressources. Ça, c'est quelque chose qui a été assez exceptionnel. Le fait de travailler ensemble, quand on se retrouve tous à 4, 5, 6 associations à mener des actions en l'espace de quelques jours, alors que souvent, chacun travaille un peu dans son coin et qu'on souffre un peu de travailler en silo, on ne s'est pas posé de questions et les associations ont travaillé ensemble. Le Aller Vert, il y a beaucoup d'associations, dont Basiliade, où nous, on faisait venir les personnes chez nous. Quand ça n'a plus été possible, en l'espace de quelques jours, on est allé vers les personnes et on a appris et on s'est adapté et on s'est équipé pour aller vers les personnes. Et ça, je pense que c'est des choses qui vont changer durablement notre façon de travailler, notre façon d'aborder et de travailler avec les personnes. Vous avez une idée de la façon dont ça va modifier Est-ce que c'est sur le côté de l'adaptation, de la souplesse, ou bien aussi parce que le problème, c'est les limites, les capacités d'intervention des associations. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est en capacité de pouvoir accueillir des publics dans des lieux qu'on a une capacité de se déployer, de se projeter à l'extérieur. Oui, c'est vrai, mais les outils, on voit bien que les outils, depuis 1 an et demi, les outils qu'on a tous découverts, le Zoom, à commencer par ce Zoom-là, d'aujourd'hui, ont transformé nos associations.
Aujourd'hui, on fait des groupes de parole par Zoom, on fait des groupes WhatsApp, et comme je le disais, il y a quelque chose de fondamentalement nouveau, c'est que quand on crée un groupe WhatsApp, il y a une forme d'horizontalité. C'est-à-dire que vous avez des professionnels, vous avez des militants, vous avez des personnes qui sont accompagnées, elles sont toutes au même niveau, elles s'expriment toutes de la même façon, et il y a un partage de l'information, il y a une fluidité de l'information, et il n'y a plus cette verticalité qui est culturelle. Les travailleurs sociaux travaillent plutôt en vertical, ils sont habitués culturellement à travailler en vertical. Et depuis 1 an et demi, on s'aperçoit que tout ça a sauté, a explosé. Et donc, j'espère que cette nouvelle vision des choses, cette nouvelle façon de fonctionner va perdurer. À mon avis, c'est un des enjeux des mois et des années qui viennent. Oui, et puis ça s'inscrit malgré tout dans cette démarche, cette soif de démocratie sanitaire, qui n'est pas simplement pour les citoyens en général, mais c'est que tout le monde, y compris ceux qui n'ont pas voix au chapitre, les laissés pour compte, les oubliés, les publics invisibles, puissent être présents et visibles, rendus visibles. Oui, il me semble qu'on peut être frustré de cette démocratie sanitaire qui est pas suffisante. On l'a vu pendant cette crise, hein. Les associations étaient absentes de toutes les discussions, et les personnes malades et les patients ont été absents, complètement absents. Donc ça, c'est par rapport à 40 ans de lutte contre le sida, c'est incompréhensible. Mais je pense que nous, associations de lutte contre le sida et les acteurs de la lutte contre le sida, on est la démocratie sanitaire, on est en marche, on fonctionne. Et donc, certes, on n'est pas reconnu, certes, ce n'est pas formalisé et institutionnalisé, mais on existe, on est là et on agit. Donc, je dirais que c'est presque l'essentiel. Alors, Florence Thune, je me tourne vers vous à présent. D'abord, je vais peut-être commencer par vous demander, puisque cette convention vient de se terminer avec cette table ronde, à chaud, qu'est-ce que vous avez comme sentiment je ne veux pas employer le terme de bilan parce que ça fait un peu formalisé, mais comment vous vous sentez à l'issue de cette convention? Alors, déjà, je sens qu'on a pris la bonne décision de faire cette convention, hein, puisqu'effectivement, ça avait été une question de la repousser ou pas. Déjà, de la faire en présentiel ou pas, hein, parce que ça avait été, on ne savait pas effectivement comment allait évoluer l'épidémie. En tout cas, bon, on l'a fait, on s'est effectivement retrouvé avec les outils qu'on connaît actuellement. Il y avait plus de 600 inscrits, donc c'était aussi voilà, un joli succès de ce côté-là, avec près de 400 personnes qui sont connectées régulièrement, hein. Donc ça, c'est effectivement important de voir ça aussi. Et puis, ça a été ce temps fort qu'on sait faire à SIDAction depuis longtemps, hein, c'est de réunir chercheurs, associations, de faire en sorte que voilà, ils puissent nous faire part de leurs pratiques, qu'on puisse un peu tirer les leçons aussi de ce qui a été fait jusqu'à présent, et puis de discuter évidemment des enjeux. Alors, avec la frustration évidemment de ne pas pouvoir discuter pour de vrai dans les couloirs, etc. Mais bon, on fera mieux l'année prochaine. Ce qui me frappe beaucoup, c'est que la convention elle est à l'image de l'année qu'on vient de vivre. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a eu un impact effectivement de l'épidémie de Covid sur la lutte contre le sida, on le sait tous, mais en même temps, elle a montré effectivement ce que disaient à l'instant Didier et Daouda, hein, cette force d'adaptation des associations et des médecins aussi, hein, parce qu'on parle beaucoup des associations. On a vu des médecins, des chercheurs, enfin, on les a tous vus au front au sens strict du terme. On les a vus sur les plateaux médias aussi. Enfin, ça n'a pas été facile, ils devaient un peu être au four et moulin. On a vu aussi des médecins qui ont dû vraiment mettre une énergie folle. Aussi a l'air de... Je ne sais pas si elle est au four ou au moulin. Oui, on les a vus sur les plateaux, on les a vus dans les médias, j'allais dire peut-être un peu trop. Surtout pour certains. Ça, c'est un autre défi d'ailleurs de revoir les problèmes de communication parce que ça, je veux dire, ça touche la crédibilité scientifique de façon assez grave, je pense, pour le futur. Et pour le coup, peut-être que ceux qu'on n'a pas vus assez sur les plateaux médias, c'est peut-être les associations, mais on a eu aussi une petite fenêtre évidemment avec le SIDAction à ce moment-là. Mais en tout cas, oui. Je pense que c'était effectivement avec une énergie aussi importante, et on l'a vu aussi là pendant la convention, des médecins qui à la fois devaient suivre leurs patients vivant avec le VIH et s'adapter aussi avec les outils, tout en devant gérer aussi toute l'épidémie liée à la Covid. Ce qui est aussi m'a frappé, c'est effectivement toutes ces concomitances
à la fois avec les événements en cours là, cette semaine, hein, on avait le High Level Meeting, donc la réunion de haut niveau qui se passait aussi en Zoom pour le coup, mais aussi qui illustrait les enjeux qui ont pu, et tout ce qu'on a pu pointer pendant la convention. Hein. On a une réunion de haut niveau qui produit une déclaration politique qui quand même est là pour le coup, contrairement à la Réunion, elle est de faible niveau, si je peux me permettre ce petit jeu de mots. C'est le fait qu'on a vraiment une déclaration, pardon, qui effectivement est inquiétante sur la capacité des États à mettre en avant les enjeux qui vont permettre de mettre fin à l'épidémie. En l'occurrence, s'assurer que tous les pays sont prêts à parler d'éducation à la sexualité pour toutes et tous. Manifestement, ça c'était un blocage de la déclaration. De faire en sorte de lever les barrières aux discriminations sur les questions, pour les personnes les plus exposées hein, et au VIH. Et on voit à quel point ça, c'est un enjeu très fort, à la fois au niveau international, mais aussi, regardons-nous le nombril, hein, ce qui se passe en France. Hein. On peut être très fortement inquiet de tout ce qui peut être lié tout ce qui peut être lié aux entraves mises dans l'accès aux soins, par exemple, pour les personnes migrantes, pour les travailleurs du sexe, pour les usagers de drogue. On est parti dans une guerre à la drogue, c'est terrible, hein, on est reparti dans les années 70. Donc, ça, toute la convention, elle a, selon ces sessions thématiques dans les plénières, on a vraiment retrouvé ces différents aspects qui n'est pas très rassurant, mais en tout cas, ce qui est pour nous aussi constitue aussi un bon terreau en termes de plaidoyer, puisque c'est aussi des éléments qu'on va faire ressortir. Je voudrais juste ajouter, je ne sais pas si j'ai encore un petit peu de temps, ajouter quelques points. Daouda vient de dire, je l'ai même noté, parce qu'il dit on a pu montrer au gouvernement qu'investir dans la santé communautaire, ça marchait. J'espère qu'on aura su le faire en France. Je sais pas. Je pense que nous, on sait que ça marche. Est-ce qu'effectivement, j'ai bien peur que non, je suis désolée, je suis un petit peu pessimiste, hein, mais que, en tout cas, en ce qui nous concerne, pour notre gouvernement et d'autres, je pense qu'ils n'ont pas entendu ce qui effectivement pouvait marcher. Pourtant, ils l'ont sous les yeux depuis des années, hein, bien avant l'épidémie de Covid. Et je ne sais pas ce qu'il va falloir encore montrer, alors qu'on a lutté contre deux épidémies à la fois pour prouver qu'effectivement, ces acteurs associatifs sur le terrain, quelle que soit leur forme et leur histoire, ils sont effectivement incontournables. Et puis, sur un autre domaine, je pensais à l'intervention de Gaël Krikorian tout à l'heure, hein, qui de fait donnait un exemple, puisqu'on était en termes d'événements concomitants, on était aussi évidemment sur le G7 là, qui commence aujourd'hui, notre rencontre avec Emmanuel Macron il y a 2 jours à l'Élysée pour parler de la levée des brevets. Petit passage, au passage, petite réflexion, je ne peux pas l'empêcher. Il y a eu une belle communication autour de cette rencontre avec un tweet par le président sur la rencontre avec les ONG. Je voudrais quand même dire qu'au début de cette rencontre, on a justement dit que le président n'avait pas assez rencontré les ONG. Bon, voilà, bref, c'est le jeu de la communication. Mais en tout cas, c'est le décalage horaire. Voilà, ce qu'on a pu mettre en avant, c'est que toute l'énergie qu'on déploie aujourd'hui pour parler de la levée des brevets sur les vaccins. Déjà, évidemment, on en parle depuis 30 ou 20 ans sur la question du VIH, hein, Kimal l'a rappelé, mais ça va être de nouveau un sujet bientôt. Hein. On a eu des sessions sur les nouveaux traitements qui arrivent. On va remettre ça sur le tapis avec le vaccin sur le VIH. Et à ce sujet-là, vraiment un chiffre qui était vraiment très étonnant et qui est très parlant, c'est que Gaël Krikorian a rappelé qu'en 2020, il y a eu un montant de 697 millions d'euros investis sur la recherche sur le vaccin, dont 81% qui venaient du secteur public. Mais quand on aura trouvé ce fameux vaccin VIH, les labos vont venir en disant mais tout notre investissement sur la question du VIH, on ne peut pas se permettre de libérer les brevets, etc. Donc vraiment, on voit qu'on est au cœur de ces débats qui sont très très liés entre VIH et Covid-19, pardon, et qu'effectivement, on n'a pas fini de continuer à devoir se battre sur ces différents sujets. Est-ce que vous avez les unes et les autres l'impression que la pandémie de VIH a été éclipsée par la Covid-19 et comment pourrait-on reprendre l'initiative? Hakima? Oui, malheureusement, elle commençait à être éclipsée déjà avant la Covid-19. Hein. Il ne fallait plus parler que de lutte contre le sida spécifiquement, il fallait l'englober dans la santé globale, le financement du Fonds mondial à chaque renouvellement, il faut vraiment se battre et on ne sait jamais s'il va être renouvelé et au même niveau. Ah non, vraiment. Et
on a le sentiment que le sida n'est plus en haut de l'agenda. On a vu au cours de cette convention et de cette table ronde, en écoutant Françoise, en écoutant les uns les autres, mais les problèmes sont encore énormes, énormes, que ce soit dans la recherche, dans l'accès aux soins, dans la stigmatisation, dans l'absence de respect des droits. On est très loin de mettre fin à l'épidémie. C'est au point qu'aujourd'hui, des associations historiques de lutte contre le sida se mettent à changer de nom pour introduire dans le nom de leur association la santé globale ou d'autres pathologies pour pouvoir avoir des fonds. Donc, vraiment, le financement des associations, le financement de la recherche est menacé et plus que jamais, on a besoin vraiment de reprendre la main. Et Daouda, vraiment, je t'assure que tous les gouvernements ne sont pas convaincus de notre utilité, ne sont pas convaincus de l'énorme travail qu'on fait. Au Maroc, ils n'arrêtent pas d'essayer de nous écarter alors qu'ils ne peuvent rien faire sans nous. Merci de m'avoir redonné la parole. Quelqu'un d'autre voudrait réagir sur cette question? Non, moi je veux bien. À la fois, je suis d'accord sur le principe avec Akima. C'est vrai que éclipser le VIH, ça avait commencé avant la Covid. On l'avait tous déjà ressenti. Même dans les médias. Y compris dans les médias, bien évidemment, à tous les niveaux, y compris à certains niveaux d'ailleurs qui peuvent nous inquiéter de voir de moins en moins de jeunes chercheurs, par exemple, qui sont intéressés à venir à travailler dans le domaine du VIH/SIDA, parce que c'est plus trop d'actualité, et puis c'est pas porteur, il y a moins de financement, etc. Donc, ça peut avoir des conséquences, bien sûr, extrêmement graves avec tous les défis que l'on a encore devant nous. Par contre, moi, je me dis que on a aussi des opportunités là en cette période de Covid qui nous ouvrent des portes, puisque plus que jamais, il y a une sensibilisation, je dirais, pour les maladies infectieuses qui n'existaient plus et qu'il faut peut-être en profiter aussi pour le VIH/SIDA, de rebondir dessus. On a bien vu au sein, et Florence peut en dire un mot quand même, que du côté des donateurs, alors je sais bien que c'est des donateurs très fidèles à SIDAction, mais quand même, il y a des donateurs qui s'investissent financièrement justement pour aider encore le sida. Il y a pas seulement d'ailleurs le sida, mais le domaine de la santé dans son ensemble. Et puis, là où j'ai une petite différence avec Akima, mais elle le sait très bien, moi, je me dis qu'aller vers une santé globale, c'est quand même pas si mal que ça. Et que le VIH/SIDA fait partie, bien sûr, de tous les investissements qui sont nécessaires pour améliorer globalement la santé dans le monde. Parce que investir pour le VIH/SIDA, améliorer les structures de santé, comme ça a été fait en partie pour le VIH/SIDA, on l'a bien vu, c'est pas suffisant, puisque là arrive une épidémie, tous doivent se mobiliser sur l'autre épidémie et il n'y a plus personne pour s'occuper du VIH/SIDA de façon en termes de ressources humaines. Donc, ça veut dire qu'il faut au contraire investir dans la santé pour que tout le monde soit pris en charge, y compris bien évidemment le VIH/SIDA. Didier Artaud voulait réagir. Oui, je suis d'accord avec ce que dit Françoise. Pour moi, il y a des choses qui se dégradent, et ce sont des choses qui se dégradent durablement. Notamment, il y a un vrai sujet sur les LGBT-phobies. Ça ne cesse d'augmenter, et je me dis que c'est le socle à un sida durable. Et donc, il faut que… ça, c'est assez inquiétant. La question de la prostitution en France, il faut que les lois changent, il faut qu'on arrive à faire changer les choses et le cours des événements. Sur la question des migrants, on le sait, et le pire est à venir, puisque l'année qui vient, avec cette année électorale, est assez inquiétante, parce que les populistes, que ce soit sur l'immigration, sur les LGBT, sur les drogues, sur la prostitution, on va entendre le pire.
Et malheureusement, tout est tellement décomplexé qu'aujourd'hui, la raison, on ne peut plus parler raisonnablement. Notre discours ne s'entend plus. Donc ça, c'est une vraie inquiétude. En revanche, il y a quand même des points je voudrais dire deux choses qui ont été quand même très favorables. C'est les fonds privés, les donateurs se mobilisent. La Françoise vient de le dire. Ils se sont mobilisés pour cette action. Ils n'ont jamais été aussi nombreux à Basdiad. On a des donateurs institutionnels qu'on n'avait jamais eu jusqu'à maintenant. Et puis, on n'a jamais eu autant de bénévoles. Nous, on a multiplié le nombre de demandes de bénévoles par 4 en l'espace d'un an. Et donc ça, je dirais, c'est une source d'espoir parce que je pense que les gens, aujourd'hui, ne comptent peut-être moins sur l'État et puis ils se disent, voilà, il y a des choses concrètes autour de nous, on agit concrètement. Et je me dis, ça, c'est une source d'espoir et donc il faut qu'on appuie et qu'on capitalise là-dessus. Oui, Florence? Oui, peut-être. Alors, effectivement, je ne peux que confirmer qu'effectivement, les donateurs ont été au rendez-vous. Hein. Il y a eu une forte mobilisation en ce début d'année. Et ça, c'est important voilà, pour SIDAction et pour se dire que voilà, si on a eu un petit coup rude en 2020, les donateurs ont été là, en tout cas en 2021. Enfin, l'année n'est pas terminée, donc on espère qu'ils seront effectivement là jusqu'à la fin de l'année, mais on n'en doute pas. Je pense qu'aussi, il va falloir, je réagissais par rapport à ce qu'évoquait Hakima, mais même sur d'autres sujets, il va falloir créer des alliances en termes de plaidoyer. C'est-à-dire qu'il va falloir effectivement faire en sorte de pouvoir travailler avec d'autres associations qui sont sur d'autres domaines pour pouvoir tenter, je dis bien tenter, de faire porter un message commun, parce que seul, on ne va plus être entendu. Déjà, à plusieurs, on n'est pas sûr d'être complètement entendu. Et je prendrai juste un exemple qui a lieu là, qui est une actualité en France dont on n'entend pas suffisamment parler, mais on a une loi qui va être votée la semaine prochaine à l'Assemblée nationale qui concerne, alors qui semble être un détail, mais qui concerne en tout cas l'allocation adulte handicapé et qui va produire en fait, malheureusement, enfin on le craint, mais on essaye de continuer, en tout cas il y a beaucoup d'acteurs mobilisés sur cette question pour se mobiliser, pour le risque que l'allocation adulte handicapé soit liée au conjoint, au revenu du conjoint, et que les personnes qui cherchent à être autonomes puissent avoir leur allocation baissée à partir du moment où elles se mettent en couple. Et ben, au-delà de ce que ça suppose pour les personnes qui ont cette allocation adulte handicapé, et donc des personnes vivant avec le VIH notamment, qui en bénéficient, on a vu que des associations aussi éloignées l'une de l'autre que l'APF, l'Association des paralysés de France, s'est retrouvée en combat commun avec ACT UP. Enfin, pour ceux qui connaissent ces deux associations, le hasard de ces deux rencontres, le gouvernement a réussi à faire en sorte que ces deux associations, notamment, elles vont encore faire une manifestation dimanche. Mais voilà, il y a une nécessité de combat commun. Alors malheureusement, les députés sont suffisamment sourds pour peut-être pas encore les entendre, mais je pense que ça ne peut que passer par ça, par rapport à ce que disait Didier à l'instant, c'est-à-dire que, et même au niveau international, il va falloir effectivement renforcer nos alliances, un peu comme le fait la GS avec Basiliade, mais pour d'autres raisons, mais en tout cas renforcer nos alliances et on l'a vu là pour l'accès au vaccin. Enfin, il y a un collectif Santé mondiale, SIDAction en fait partie, c'est pas pour rien. Parce qu'effectivement, sur certains sujets, il va falloir être fort ensemble, parce que la question, par exemple, des inégalités, de l'accès de la discrimination des personnes LGBT, des usagers de drogue, etc., ces personnes-là n'ont pas accès à la santé de manière générale, au traitement ARV, mais de manière générale, sont éloignées aussi de tout ce qui relève de la prévention et des soins. Daouda, tu as ton micro. Daouda, votre micro. Je voulais juste dire un mot. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur justement cette période difficile. Je pense que les 5 dernières années ont été presque une tragédie pour nous. Et Hakima l'a dit, on a vu plusieurs associations qui ont cherché à s'ajuster, à travailler sur la santé maternelle, santé globale, à avoir même honte d'avoir le mot lutte contre le sida dans leur intitulé. Mais on a surtout vu, faute de financement, faute de soutien, plusieurs associations historiques fermer littéralement leurs portes. Ça, c'est ce qu'on a vu en Afrique. Donc, c'était vraiment une tragédie. Mais je suis comme Françoise, je suis convaincu que nous avons aujourd'hui une fenêtre d'opportunité pour faire revenir le sida comme une priorité.
Parce qu'il y a longtemps, non seulement les associations fermaient, mais rappelez-vous, dans tous les pays, il y avait des conseils nationaux de lutte contre le sida, mais qui ne sont plus que des coquilles vides. Même les gouvernements ne s'intéressaient plus à ça. Les seules choses qui entretenaient finalement l'intérêt du gouvernement, c'est parce qu'il y avait le Fonds mondial, il y avait le PEPFAR, il y avait Expertise France, ils mettaient un peu d'investissement. Mais aujourd'hui, à la faveur du fait que même les populations sont convaincues qu'investir dans la santé est prioritaire, on a une fenêtre d'opportunité pour faire revenir le sida comme priorité. Nous avons, jusqu'en 2019, les seules priorités, y compris pour nos pays du Sud, c'était les questions de sécurité. Bon, tout le Sahel, on a vu plus de budget du ministère de la Santé coupé pour investir, pour acheter des armes. On a vu aussi plusieurs gouvernements dire, écoutez, on a beaucoup de chômage chez les jeunes, il faut qu'on coupe dans les investissements au lieu de construire des hôpitaux pour investir dans le chômage des jeunes. On a vu aussi des pays qui étaient nos bailleurs de fonds, des pays du Nord, dire, ah non, maintenant il faut plutôt investir dans le changement climatique parce que c'était ça aussi la priorité, etc. Mais maintenant, je crois qu'on a une fenêtre d'opportunité parce que ce que nous sommes en train de dire dans notre plaidoyer avec le gouvernement, c'est que qu'est-ce que seraient nos pays s'il n'y avait pas eu l'investissement du sida pour le dépistage? On a pu faire les machines pour la PCR, c'est les investissements de la lutte contre le sida qui l'ont amené dans les pays. Et si les infectiologues qui ont pris en charge dans nos pays, dans les hôpitaux, ils ont été formés grâce au programme national de lutte contre le sida, grâce aux différents programmes nationaux de lutte contre le sida. Les associations qui ont été en première ligne, dès les premières semaines, ce sont des associations de lutte contre le sida. Et c'est ça notre discours. Je suis d'accord, Akima, que je suis convaincu d'une chose, les gouvernements ne vont pas accepter comme ça, que la santé communautaire est indispensable, mais les populations le savent. Les seuls qui ont été là pour chercher les malades, pour faire de la prévention, rentrer dans les maisons, chercher les cas de Covid, les ramener vers les secours, ce sont des organisations communautaires. Bien entendu, il y a toujours cette sorte de tension, ces relations de pouvoir entre les ministères de la Santé et les acteurs communautaires. À la limite, ça ne me gêne pas, nous allons nous battre. Mais aujourd'hui, plus personne ne remet en cause le caractère indispensable et central des acteurs communautaires dans la santé. Ce sera une bataille qu'il faudra engager en même temps qu'il faut chercher à pousser pour qu'il y ait plus d'investissement encore dans la lutte contre le sida, parce que ce n'est pas fini. Merci bien. Je vais passer la parole à Florence Thune pour quelques derniers mots et en vous remerciant, d'abord en remerciant les participants et en vous remerciant d'avoir suivi cette table ronde. Merci à vous. Votre micro, Florence. Pardon, excusez-moi, jusqu'au bout. Eh bien, écoutez, oui, effectivement, on va clôturer cette convention. Hein. C'était vraiment 3 après-midi très, très, très riches. Je voudrais évidemment remercier le comité de pilotage qui a organisé à SIDAction cette convention. Évidemment, tous les intervenants, tous les participants. On est en train de prouver là de nouveau hein, que si on ne savait pas encore que la lutte contre le sida était une lutte politique, on est en plein dedans et plus que jamais. On va se retrouver à la rentrée parce qu'effectivement, comme on le disait, on est à moins d'1 an des élections présidentielles et pour nous, la convention était une étape préalable à ce début de plaidoyer effectivement qui va être entamé auprès des candidats à l'élection présidentielle et on va avoir du travail, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Je voudrais, Vincent l'a fait tout à l'heure, je voudrais faire une petite pensée pour Bruce McArthur qui nous a quittés hier, qui était un ancien collègue de SIDAction qui a travaillé pendant 6 ans auprès de SIDAction. Il a quitté brutalement à 59 ans hier. On a une grosse pensée pour lui. On avait déjà déploré la perte de François Benet il y a 1 mois, qui aussi est un ancien collègue de SIDAction aussi jeune. Donc voilà, on a une pensée pour eux, on leur dédie cette convention. Et puis on vous donne rendez-vous à la rentrée et merci infiniment à tous d'avoir participé à ces 3 jours de convention. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.